Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette première table ronde du forum Retour en France organisée par Expat Pro. Expat Pro, c'est le réseau des professionnels de l'expatriation, si vous ne le savez pas, sélectionnés pour leurs compétences et leur connaissance des enjeux de l'expatriation et au service des expatriés. Donc, vous pouvez retrouver tous les experts d'Expat Pro sur www.expat-pro.com. Nous allons aujourd'hui parler de l'emploi lors du retour, vaste sujet que nos spécialistes vont tenter de clarifier pour nous. Merci pour sa présence à Catherine Lasbouna-Tirou. Depuis plus de 18 ans, Catherine accompagne des personnes en France et à l'international de manière humaniste et holistique dans leur transition professionnelle, leur gestion de carrière et le développement de leurs talents au sein du cabinet qu'elle a fondé, Harmony and Mobility. Merci à Juliette Potin d'être là avec nous aussi et nous apporter son éclairage aujourd'hui. Juliette est coach professionnelle, expatriée en Italie, Turquie et aux États-Unis, et aujourd'hui de retour en France, pour notre plus grande chance. Elle accompagne les expats à l'étranger au retour dans leur questionnement identitaire pour retrouver leur place et définir un projet professionnel qui soit aligné avec les personnes qui sont devenues en expatriation. Merci à Virginie Jocteur-Montrosier, qui va également nous partager son expertise. Virginie a créé Optime Expat il y a 9 ans. Elle est spécialiste de l'accompagnement professionnel à distance des expatriés avant, pendant et au retour d'expatriation. Mais nous allons tout d'abord donner la parole à Valérie Roger, qui est la présidente de Paris Accueil, notre partenaire. Bonjour Valérie. Bonjour, merci, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement présidente de Paris Accueil et je voulais juste vous dire quelques mots sur notre association créée en 2015 et qui accueille les expatriés français de retour en France, plus exactement à Paris et en Île-de-France, ou les expatriés francophones qui arrivent à Paris et qui souhaitent rencontrer des Français. Donc, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous. Ça fonctionne comme les accueils de l'étranger puisque nous faisons partie du réseau de la FIAF. Et nous organisons plein d'activités pour que les gens se rencontrent, parlent de leurs problèmes et s'entraident surtout et se soutiennent. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur l'association sur notre site web pariaccueil.com. Et nous avons une rubrique qui s'appelle Votre retour, dans laquelle on a une section emploi, entre autres. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter ou nous interpeller, nous envoyer des petits messages. Merci. Merci Valérie. On va donner la parole à nos intervenantes. Je ne sais pas qui va commencer. Je vous laisse faire. Catherine. Alors, merci beaucoup Cécile et Catherine pour l'organisation de cette table ronde. Rentrer en France après quelques années passées à l'étranger, en ayant travaillé ou pas, peut paraître facile parce que on connaît la langue, on connaît les codes, on connaît bien le pays, on a peut-être cette sensation de rentrer un peu dans des chaussons, dans du plus que connu. On revient avec une expérience ou des expériences à l'étranger où on a peut-être développé des compétences, la connaissance d'une langue, des soft skills. Nous, voilà, on se dit, ça va être assez simple. Or, en fait, quand on est parti quelques années de chez soi, on a changé, on a même beaucoup changé, mais le marché de l'emploi aussi a changé et les codes ont aussi peut-être évolué. D'où, en fait, une préparation, une stratégie à mettre en œuvre et des outils pour aider, en fait, à cette recherche d'emploi. Tout à fait. Donc, moi, de mon côté, j'aborderai dans le cadre de cette table ronde le sujet de la valorisation du parcours international dans le cadre d'un retour professionnel en France, puisque c'est un vrai sujet. Comment valoriser ce parcours, sachant que le marché de l'emploi français n'est pas forcément habitué à ces parcours, et notamment dans le cadre du CV, comment utiliser cet outil, comment le préparer pour qu'il valorise vraiment ce profil, pouvoir trouver plus facilement un emploi grâce à cet outil. Donc, nous verrons un petit peu comment l'adapter et comment l'optimiser. Et moi, de mon côté, j'aborderai la question du mindset. Comment aborder ce retour? Comment préserver son énergie, sa motivation? Parce que c'est vrai qu'on peut être rempli de doutes quand on rentre. On a l'impression de plus être à la page, que ses compétences sont obsolètes. Vous êtes formé au marketing, mais le web marketing, vous ne connaissez pas, par exemple.
Vous manquez d'énergie parce que cette période est quand même très, très fatigante. Enfin, il y a un nombre de choses à faire côté logistique. Vous pouvez manquer de motivation à vous remettre dans un rythme de travail voilà, qui peut être intense au vu de la liberté que vous aviez en expatriation. Et puis, vous pouvez aussi avoir envie de changement. On rentre, mais on n'est plus la même personne. Donc, on n'a pas forcément envie de revenir à ce qu'on faisait avant. Alors, comme vous l'avez compris, 3 intervenantes, 3 thématiques. Avec Juliette, la question du mindset, comment aborder ce retour, comment préserver son énergie, mais aussi sa motivation. Virginie, comment valoriser son parcours après une vie à l'étranger. C'est volontaire, je ne dis pas expatrié, parce qu'on peut aussi ne pas avoir été expatrié. Et quelles sont les stratégies et les outils pour trouver du travail au retour en France. Juliette. Donc, l'état d'esprit, le niveau d'énergie, c'est super important quand on cherche du travail au retour d'expatriation et puis quand on cherche du travail tout court, en fait. Notamment au retour d'expatriation, comme je le disais, il y a la fatigue liée à la logistique du retour. Il y a le choc culturel, ça vous aura pas échappé, mais les Français sont quand même assez râleurs, donc ça peut être pénible à supporter. Et puis, il y a aussi à gérer le deuil de sa vie d'avant. Donc, tout ça est très énergivore. Et si au milieu de tout ça, vous cherchez du travail et que vous êtes fatigué ou que vous n'avez pas un état d'esprit très positif, eh ben, ça va pas vous aider en fait. Vous n'allez pas vous présenter sous votre meilleur jour ou vous n'allez peut-être pas faire les meilleurs choix. Donc, la première chose, le premier conseil que je voudrais vous donner, ce serait de prendre du recul et de vous octroyer du temps, de ne pas vous précipiter en fait dans un job. J'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir parce qu'elles se sont précipitées pour pour vite retravailler ou pas avoir de trous dans leur CV. Et finalement, quelques semaines plus tard, se posent plein de questions et se rendent compte qu'elles n'ont pas pris le temps de savoir ce qu'elles avaient envie de faire. Donc, premier point, c'est vous précipitez pas, prenez le temps, prenez du recul de voir ce que vous avez capitalisé pendant cette expatriation et ce que vous avez envie de faire pour la suite. La deuxième chose que j'avais envie de vous dire, c'était que c'était normal d'avoir des doutes. C'est votre pays, mais finalement, vous connaissez plus les codes. Et quand on a des doutes comme ça, quand on manque de confiance en soi, une grosse partie vient du fait qu'on ne sait pas forcément comment aborder le sujet. Donc, tous les conseils qu'on va vous donner aujourd'hui vont vous rassurer et vous donner une marche à suivre. Mais malgré tout, vous pouvez traverser des périodes de doute, vous sentir submergé. Et dans ces périodes-là, c'est important de ne pas rester seul. C'est important soit de se faire accompagner, soit de se rapprocher de groupes comme on vous l'a présenté précédemment avec Paris Accueil, des groupes d'anciens expats qui comprennent aussi ce que vous traversez. Donc, ces groupes existent dans les grandes villes. Vous tapez soit expat, soit ancien expat plus votre ville et vous trouverez sur Facebook plein de groupes de soutien. Un autre conseil que je voudrais vous donner, c'est par rapport à votre cadre de recherche d'emploi, c'est de bien équilibrer votre temps de recherche d'emploi avec votre temps de repos ou de ressourcement. Alors, pourquoi? Parce que ça permet, c'est évident, de garder un niveau d'énergie au top et de tenir dans la durée, parce que c'est vrai que la moyenne du retour à l'emploi, c'est quand même aux alentours de 6 mois. Mais surtout, ça permet d'être efficace, d'être plus efficace. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que, en fait, les neurosciences nous expliquent qu'on a 2 modes de fonctionnement de notre cerveau. On a un mode qui est appelé focus et un mode qui est appelé diffus. Et le mode focus, c'est le mode quand vous êtes concentré sur votre recherche d'emploi, que vous épluchez les annonces, que vous planchez sur une lettre de motivation, par exemple. Et le mode diffus, c'est quand vous arrêtez tout ça et que vous allez vous balader parce qu'il y a un rayon de soleil, comme aujourd'hui chez moi à Lyon, ou vous vous arrêtez pour aller faire du sport, ou vous vous arrêtez parce que vous dites « Allez, je vais préparer le dîner ». Et en fait, vous avez certainement vécu ça, c'est à ce moment-là, au moment où on débranche, qu'une super idée nous vient, qu'on pense à un ancien collègue avec qui on pourrait se mettre en contact, ou qu'on trouve la formulation qui va bien pour notre lettre de motivation. Donc, c'est pour ça que c'est important d'équilibrer son temps de recherche et son temps off. Donc, on déculpabilise parce que c'est
complètement au service de sa recherche d'emploi. Quelquefois, on se dit non, mais moi, je vais travailler comme si j'avais déjà mon poste. Donc, la semaine, je travaille sur mon projet professionnel. Et puis, si je veux aller faire une expo, si je veux aller prendre un café avec une copine, je fais ça le week-end. Et c'est pas forcément une bonne option. C'est contre-productif finalement. Donc, allez faire cette expo, allez prendre ce café, ça fait partie du job. Quand on parle du cadre, c'est aussi les indicateurs que vous allez mettre pour vous voir avancer dans cette recherche d'emploi. Par exemple, les indicateurs, souvent, ce qu'on se met, c'est un peu blanc ou noir, quoi. C'est un peu, j'ai des pistes ou j'ai pas de pistes, ou j'ai un boulot ou j'ai pas un boulot. Et donc, pour se voir avancer, c'est pas la meilleure technique. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre des indicateurs du style, bien sûr, le nombre de candidatures envoyées, mais aussi le nombre de nouvelles personnes que vous avez dans votre réseau, ou le nombre d'entretiens réseau que vous avez fait, ou des listes. Donc, ça peut être des listes d'intitulés de postes ou d'entreprises qui vous tapent dans l'œil. Donc, le fait d'avoir ces listes-là et ces indicateurs-là, ça fait que quand vous vous découragez, déjà, vous pouvez aller piocher dedans et puis retrouver de nouvelles idées, vous dire, tiens, oui, c'est vrai que j'ai un tel dans mon réseau, je peux peut-être le rappeler à ce stade. Tiens, telle entreprise, effectivement, qui me disait bien, je pense que maintenant, mon projet, il est mûr et je peux peut-être envoyer une candidature spontanée. Donc voilà, donc de comptabiliser, d'avoir quelque chose pour comptabiliser ce que vous avez fait plutôt que ce que vous n'avez pas fait. Dans le cadre, c'est aussi avoir une routine énergie, une routine état d'esprit pour rester dans cet état d'esprit positif. Et donc, pour ça, interrogez-vous de savoir qu'est-ce qui vous permet d'être dans une bonne énergie, là, comme ça, tout de suite, en quelques minutes. Donc, ça peut être d'écouter une musique que vous aimez, ça peut être de chanter à tue-tête, ça peut être danser dans votre bureau avant de vous y mettre. Voilà, donc ça, c'est des idées. Il y a bien sûr aussi tout ce qui est méditation, cohérence cardiaque. Ça peut être l'opportunité de tester des routines comme ça qui vous seront utiles toute votre vie finalement. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est une balade en fin d'après-midi pour laisser reposer les idées et passer en ce mode diffus dont je vous parlais tout à l'heure, et puis avoir de nouvelles idées pour mettre sur ma to-do list pour le lendemain. Donc voilà, donc à tester pour vous ce qui vous convient. Et puis, en dernier conseil, j'avais envie de vous dire un peu l'inverse de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire c'est important d'avoir un cadre, mais pas trop, de ne pas avoir trop de cadre, surtout si vous avez un côté bon élève. Vous voyez, le côté bon élève, c'est voilà, vous êtes dit, OK, je vais assister à ce webinaire, je vais prendre tous les conseils des experts, je vais tout mettre en place bien comme elles disent, et puis comme ça, je vais trouver du boulot. On sait que en fait, ça marche pas comme ça, et en fait, trouver du travail, ça marche un petit peu aussi au hasard. Et pour être ouverte au hasard, il faut garder l'esprit ouvert, il faut garder en tête que l'opportunité peut venir de n'importe quel côté. Elle peut venir de votre boulanger qui connaît plein de monde et à qui vous dites je cherche dans tel secteur et il connaît justement quelqu'un dans ce secteur-là. L'opportunité, elle peut venir d'une publicité dans votre boîte aux lettres, elle peut venir de quelque chose que vous entendez à la radio. Donc, l'importance d'avoir du vide dans son agenda, d'avoir la possibilité de suivre ses intuitions, d'être à l'écoute aussi de ses ressentis, de son intuition. Qu'est-ce que mon corps me dit quand je lis cette annonce? Est-ce que ça pétille à l'intérieur de moi ou est-ce qu'au contraire, ça se contracte et ça ne me dit pas du tout? Donc voilà, c'est un conseil que je donne beaucoup à mes clientes, de suivre les pistes qui les appellent. Quelquefois, on a une idée, le côté carré a une idée très précise de ce qu'il faudrait qu'on fasse, et puis il y a le cœur qui aurait envie de suivre d'autres pistes. Donc, ça peut être intéressant de suivre ces pistes-là aussi. Si vous adorez les librairies ou les concept stores, vous empêchez pas de rentrer dans ces boutiques, d'aller discuter avec les propriétaires, de demander comment ils sont arrivés là.
Ça me fait penser à une cliente qui adorait expliquer aux jeunes de son entourage les métiers techniques, leur faire comprendre comment ça se passait dans les entreprises, etc. Elle était ingénieure de formation. Et moi, je l'avais encouragée justement à voir si ça pouvait pas devenir un métier. Alors, elle me disait, non, mais moi, je veux travailler là-dedans, etc. Mais je lui dis, ok, mais juste comme ça pour voir, parce que je sens que ça te fait vibrer, et que ça va te donner de l'énergie. Donc, va voir, va rencontrer, va te mettre en contact, va faire des entretiens réseau. Donc, elle a contacté des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et finalement, elle fait partie aujourd'hui d'une équipe pédagogique d'une de ces écoles. Donc voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui pour récapituler. Je vais vous redonner les conseils que je vous ai donnés pour garder de l'énergie et un état d'esprit positif dans cette période de recherche d'emploi. Donc je vous ai dit, prenez le temps, vous précipitez pas. Je vous ai dit, entourez-vous. Équilibrez votre temps de recherche d'emploi avec des activités de repos et de ressourcement pour justement utiliser le mode diffus de votre cerveau qui continue à chercher alors que vous êtes off. Suivez des indicateurs pour vous voir avancer. Testez des routines d'énergie. Et puis, gardez l'esprit ouvert et suivez votre intuition. Très bien, merci beaucoup Juliette. Donc je vais prendre le relais pour vous parler cette fois de la valorisation de votre parcours international dans le cadre d'un retour à l'emploi en France. Donc c'est un vaste sujet. Parce que quand on part vivre comme ça dans différents pays, quand on coupe son parcours professionnel franco-français par des expatriations, eh bien, il y a certains avantages, il y a des atouts qui sont indéniables, qu'on va développer quand on vit à l'international, qui vont enrichir le parcours. Et il y a également des choses qui sont plus de l'ordre des inconvénients ou plutôt des défis qu'il va falloir prendre en compte dans le cadre d'un retour à l'emploi en France. Donc, ce que je pourrais mettre en avant comme type d'avantage à la vie à l'international, ça va être bien entendu la connaissance de différentes langues, la connaissance de lieux différents, de pays différents, l'interculturalité. Quand on a pu travailler dans une entreprise à l'international, on a appris à s'adapter à une culture différente, tout comme dans la vie de tous les jours. On peut effectivement développer des compétences interculturelles, la possibilité d'avoir exercé dans différents environnements et donc développer des méthodes de travail un petit peu novatrices ou différentes de celles qu'on aura pu voir en France. Le fait de s'être peut-être ouverte à d'autres métiers ou d'autres secteurs professionnels, notamment en faisant du bénévolat ou en faisant des métiers très différents de ce que vous pouviez faire à l'international. Donc globalement, il y a beaucoup d'atouts, beaucoup de richesses dans le fait d'avoir vécu à l'international, travaillé, fait du bénévolat. Donc ces richesses vont effectivement vous amener une différence sur le marché de l'emploi qu'il est intéressant de valoriser. Mais le parcours international amène aussi quelques questionnements, quelques défis. Alors notamment le fait de vous être éloigné pendant un certain temps de votre secteur professionnel, du marché de l'emploi français, fait qu'il y a un décalage, il y a besoin de se réadapter, de se réapproprier le marché de l'emploi français pour pouvoir finalement être adapté à ce marché. Également, quelquefois, les trous qu'on peut avoir dans le CV du fait d'avoir accompagné, par exemple, son conjoint dans des destinations où on n'a pas la possibilité de travailler dans son métier. Donc ça, c'est vrai que ça pose question et c'est quelque chose d'un petit peu complexe. Quand on revient à l'emploi, on n'est pas forcément sûr de soi, d'où l'intérêt, effectivement, comme dit Juliette, de travailler sur son mindset. C'est important de reprendre un peu conscience de ses atouts et de travailler son état d'esprit et aussi ses outils pour valoriser son parcours. Et également, autre difficulté qu'on peut rencontrer, les métiers qu'on a réalisés ne sont pas toujours dans le même domaine que celui dans lequel on était au départ. Donc, comment expliquer ça dans un CV? Comment rassurer un futur recruteur en France sur le fait qu'on va être bien adapté aux métiers qu'on vise? Donc, tout ça, ça va faire partie des défis au retour en France. Donc, globalement, moi, ce que je vous conseillerais dans un premier temps, c'est ce que disait Juliette, c'est vraiment de réfléchir
à votre projet professionnel en vous écoutant, en essayant de décortiquer dans un premier temps votre parcours, ce parcours qui est le vôtre, personnel et professionnel, et puis d'en retirer finalement les compétences, les atouts qui vous sont propres et qui vous motivent, ce qui vous fait avancer, ce qui vous donne envie en fait de développer. L'idée, c'est d'abord de faire le point sur vous et de faire un point sur réellement tout ce que vous avez pu apprendre avant l'expatriation, pendant l'expatriation, et d'essayer de vous faire un petit listing pour vous rendre compte de tout ce que vous avez pu développer comme compétences, que ça soit dans le professionnel, mais aussi dans le bénévolat ou même dans votre vie de tous les jours. Vous avez peut-être relevé des défis très différents à l'international de ce que vous viviez en France. Donc, dans un premier temps, effectivement, de vous concentrer sur vous avant de commencer à chercher tous azimuts ou chercher dans votre ancien métier. Et puis, à ce moment-là, une fois que vous aurez fait le point sur vous, de vous mettre en parallèle avec le marché de l'emploi en France, c'est-à-dire comment je peux faire coïncider mon parcours et ma spécificité, de par ce parcours international, avec un projet professionnel qui soit adapté aussi au marché de l'emploi en France. Donc l'idée, c'est de partir de vous et d'essayer effectivement d'imaginer un projet professionnel qui soit non seulement motivant, mais aussi réaliste, pour avoir plus de chances finalement d'arriver à trouver un emploi sur le marché français. Donc, je peux vous donner, par exemple, quelques exemples de métiers, de secteurs dans lesquels on va pouvoir valoriser notamment ce parcours international. Donc, vous allez retrouver notamment dans certains métiers tels que la relocation, dans des métiers autour de la mobilité internationale, comme les ressources humaines internationales, dans les métiers autour de la mobilité également internationale des étudiants en université. Vous allez trouver aussi des anciens expatriés qui réussissent à intégrer finalement ces services. Vous avez des personnes qui vont plus aller vers le côté professorat en langue ou en français langue étrangère. Le retour en France, ça peut aussi être le synonyme d'aller vers des entreprises internationales ou dans des services import-export, achats, pour utiliser votre connaissance des langues et votre connaissance de différentes zones internationales. Voilà, il y a plein de secteurs aussi dans lesquels on va retrouver une mixité en termes d'interculturalité. Notamment, vous avez l'humanitaire, le social, où on peut retrouver un intérêt pour votre côté ouvert à l'international et interculturel, le tourisme, etc. Donc, il y a pas mal de secteurs et de métiers dans lesquels finalement cette différence qui fait votre parcours, qui fait la richesse de votre parcours, mais aussi son atypisme, en fait, cette richesse va être valorisée dans ces secteurs-là. Vous serez plus mise en avant de par ce parcours qu'une personne qui ne sera pas partie à l'international. Donc, ça peut être aussi une manière d'envisager ce retour en se disant, finalement, ce parcours, je peux aussi en faire une différence concurrentielle positive. Donc ça peut être aussi une idée, en plus de cette réflexion sur votre ancien métier peut-être, de se dire, j'ai changé, effectivement, le marché peut m'accueillir différemment et peut-être que je peux aller vers un métier qui met aussi en valeur ce parcours. Après, ce que je peux vous conseiller aussi pour vous repositionner, c'est peut-être de commencer à regarder sur les job boards, donc les sites d'offres d'emploi, de regarder un petit peu les offres sur votre zone de retour, parce que voilà, vous pouvez rentrer dans une petite ville de province, tout comme vous pouvez rentrer à Paris. La zone de retour n'est pas la même en termes d'emploi. Donc, l'idée, c'est de regarder dans votre zone de retour sur les job boards avant de rentrer, en mettant peut-être des mots-clés qui vous correspondent par rapport à votre parcours. Ça peut être des mots-clés liés aux langues étrangères que vous parlez, des mots-clés liés à des compétences interculturelles, etc. Donc, interculturel Cherbourg, par exemple, international Paris, voilà, des mots-clés Asie, par exemple, Paris. Quels sont finalement les employeurs qui vont rechercher des personnes ayant un lien avec l'Asie ou avec l'interculturel? Quelles sont les typologies de métiers qui ressortent? Donc, ça vous permettra, même avant de rentrer, de commencer à regarder un petit peu le marché par rapport à votre parcours finalement. Qu'est-ce qui pourrait correspondre? Quelles seraient les passerelles intéressantes? Je vous conseille aussi de cibler les entreprises qui ont un lien avec l'international. J'ai des personnes qui ont retrouvé du travail, même dans des zones provinciales, auprès d'entreprises qui sont d'origine étrangère, notamment une personne que j'ai accompagnée qui cherchait à Bordeaux, qui avait été pendant de nombreuses années, plus de 20 ans aux États-Unis. En fait, elle a regardé les entreprises qui étaient autour de Bordeaux en lien avec les États-Unis, donc qui avaient finalement soit été des entreprises américaines, soit des entreprises françaises en lien avec les États-Unis, et elle a fait des candidatures spontanées. Et en fait, ça lui a permis de décrocher un emploi, puisqu'elle avait cette capacité à faire le pont entre les deux cultures, entre les deux langues. Elle avait des connaissances intéressantes pour la société.
Donc voilà quelques conseils. Et puis par rapport à votre CV, en fait, l'idée, c'est vraiment de regarder un petit peu ce qui se fait aujourd'hui en France, sachant que ça a beaucoup évolué. Les CV aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a 10 ans, 15 ans. Maintenant, ils sont souvent avec 2 colonnes. Hein. Vous allez trouver une colonne à gauche qui va mettre en valeur le profil, les compétences ou les atouts majeurs, la formation. Et puis à droite, vous allez avoir en fait l'expérience professionnelle qui va se dérouler. Donc, vous trouvez pas mal de modèles hein, sur Internet, notamment sur des sites comme Canva ou CV Designer. Donc, l'idée, c'est déjà dans le format du CV, être bien calé avec ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, dans le fond du CV, effectivement, de rassurer et de vous rapprocher vraiment du besoin. Donc, si vous avez, par exemple, des trous dans votre CV, l'idée, c'est pas forcément de les rendre visibles le plus possible. Hein, c'est effectivement déjà d'utiliser ces périodes d'expatriation et de noter que vous avez été expatrié. Hein. Il ne faut pas hésiter à noter dans votre CV de telle année à telle année expatrié dans tel pays. Si vous avez pris des cours, si vous avez fait des formations, si vous avez fait du bénévolat, il ne faut pas hésiter à le noter aussi sur le CV parce que vous n'avez pas rien fait pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans. Vous avez appris des choses, vous avez développé des compétences, il ne faut pas hésiter à les mettre dans ce CV. Et puis, il y a des formats différents. Vous avez des CV qui sont en format chronologique, qui sont classiques, et d'autres qui sont plus par compétences. Donc, vous allez non pas mettre par ordre de date, mais par compétences phares. Donc, on verra un petit peu moins les trous dans le CV. Donc, je vous conseille vraiment de réfléchir à comment organiser ce CV, comment le fabriquer. Et puis aussi à retranscrire les compétences avec les bons termes, puisqu'aujourd'hui, il y a des logiciels qui s'appellent les ATS, qui scannent en fait les CV des candidats pour les grosses entreprises et pour les cabinets de recherche d'emploi. Donc, ils scannent en fonction des mots-clés qu'on leur a rentrés. Hein. Donc, si on recherche un commercial international, il va y avoir certaines compétences clés qui seront recherchées. L'ATS va scanner tous les CV pour vérifier et voir lesquels sont les plus proches du besoin. Donc, plus vous aurez adapté votre CV en mettant des termes, du vocable adapté au métier que vous visez et à l'offre d'emploi sur laquelle vous répondez, plus il y a de chances que votre CV passe la barrière de ces logiciels ATS et soit lu par l'œil humain. Donc pour ça, je vous conseille de rapprocher en fait vos compétences des compétences recherchées dans les offres ou dans les postes que vous visez et d'utiliser le même vocable. Après, vous pouvez aussi vous travailler avec ChatGPT qui est plutôt intéressant dans ce cadre-là, hein, de faire des rapprochements. C'est quand même un outil assez nouveau mais qui est un bon assistant pour travailler notamment le CV mais aussi les lettres de motivation pour vous aider à trouver les bonnes terminologies. Et puis, je vous dirais un dernier point de surtout ne pas hésiter à vous faire accompagner dans votre recherche d'emploi. Vous faire accompagner soit en amont, soit une fois revenu en France. Vous pouvez vous faire accompagner par des structures qui sont locales, telles que l'APEC, le Pôle emploi, etc., qui proposent des accompagnements de groupe. Vous avez des associations comme Force Femmes en France qui accompagnent les femmes de plus de 45 ans dans leur recherche d'emploi. Beaucoup d'associations comme la VARAP, etc. Et puis des structures spécialisées pour les expatriés hein, qui peuvent vous aider en amont et au retour en France. Ça, vous pouvez trouver des liens sur le site Expat Pro, puisqu'il y a plein de, comme nous, hein, des gens qui sont là pour vous accompagner. Voilà, donc je vais passer la main maintenant pour la suite à Catherine. Merci beaucoup, Juliette et Virginie. Donc, je vais vous parler en fait de 2 outils indispensables, voire incontournables pour vous donner toutes les chances dans votre parcours de recherche d'emploi, c'est-à-dire le réseau et LinkedIn. Quand je dis LinkedIn, c'est pas simplement avoir un joli profil, mais c'est surtout être aussi actif sur LinkedIn. Alors, le réseau, pourquoi? Pourquoi faire du networking? Tout simplement parce que les offres d'emploi, ce n'est que 20 à 30% du marché de l'emploi, ce qui veut dire qu'il y a un énorme marché caché vous allez avoir la possibilité de percer justement en développant votre réseau. Alors ce réseau, ça peut être le réseau actuel que vous avez aujourd'hui, maintenant, là où vous êtes, celui que vous avez développé à l'étranger, si vous avez eu plusieurs séjours à l'étranger, c'est peut-être ces divers réseaux, et puis votre réseau ancien, avant que vous ne partiez, hein, quand vous étiez en France, quand vous travailliez ou faisiez des études en fonction de votre âge. Alors, à quoi ça sert en fait de ce réseau? D'abord, ça permet de bien connaître le marché que vous visez. Si vous visez une fonction bien particulière ou un secteur particulier ou une taille d'entreprise ou une typologie d'entreprise. C'est obtenir des informations, c'est valider aussi la validité de votre projet. Est-ce que c'est OK là au jour d'aujourd'hui, enfin aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, vu le contexte économique.
C'est obtenir des conseils, bien sûr, c'est augmenter ses contacts, c'est obtenir des recommandations, des mises en relation. Et c'est aussi se faire connaître, c'est être visible. L'idée, c'est que vous soyez le plus visible possible et être informé par conséquent des postes qui sont à pourvoir avant toute diffusion. Pourquoi? Parce qu'il y a des postes qui sont, comment dirais-je, il y a de la chasse de tête, il y a des postes qui ne sont pas encore diffusés mais qui vont l'être. Et là, le fait d'être en contact avec un certain nombre de personnes, d'interlocuteurs qui sont, alors pas dans la place, mais qui ont vent de cela, vous permet d'être avant tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entretien réseau? Un entretien réseau, ce n'est pas du tout un entretien de recrutement. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur le déroulé. Normalement, dans un entretien de recrutement, vous parlez beaucoup et le recruteur peu. Eh bien, c'est la même chose. Vous, l'enquêtrice, puisque je crois qu'il n'y a que des femmes, si je ne m'abuse, si je ne dis pas de bêtises, vous voulez obtenir des informations, donc vous allez laisser parler votre interlocuteur. Donc là, on est dans, vous parlez pendant 20%, et votre interlocuteur 80%. Autre, comment dirais-je, cet entretien réseau, c'est aussi une posture. C'est-à-dire que vous êtes de professionnels, un professionnel qui parle à un autre professionnel. C'est important parce que ça vous met dans une disposition différente. Il n'y a pas une position haute, une position basse. Il y a des professionnels qui se parlent. Peut-être que la personne avec qui vous parlez est très intéressée par ce que vous racontez, par vos expériences, parce que vous en avez forcément eu à l'étranger, que vous ayez travaillé ou pas, et que les informations qu'il obtient en fait de votre recherche, de votre compétence, c'est peut-être quelque chose qui va faire circuler. Et voilà, d'où je ne suis pas en position basse, je ne minimise pas mon expérience ou mon expatriation. Je suis authentique et moi-même, mais je n'ai pas une petite expérience. Voilà, j'ai une expérience et j'ai telle compétence. Qu'est-ce que c'est? Comment on fait comment on arrive à développer son réseau? Tout d'abord, c'est par des contacts, c'est forcément rencontrer des gens. Alors, des gens en présentiel ou en distanciel. C'est important d'échanger, c'est important que la personne vous voit, que les émotions passent. Plus la personne va, comment dirais-je, comprendre votre demande et qui vous êtes, plus ça sera facile pour elle de vous mettre en relation, de vous recommander. L'idéal étant bien évidemment le présentiel, mais déjà le distanciel, il se passe pas mal de, comment dirais-je, on voit les gens, on se parle, on arrive à faire passer en fait les émotions. Évidemment, c'est rencontrer des gens individuels, mais aussi de manière collective. C'est participer, rencontrer des communautés, aller à alors c'est peut-être pas des cafés, des after-work entre guillemets, peut-être de personnes qui travaillent ou qui sont des experts dans tel ou tel domaine. Sortez de chez vous, c'est l'essentiel. Ensuite, c'est identifier, c'est faire une cartographie, mais je crois que c'est, comment dirais-je, Juliette qui en a parlé. Il y a cette idée de faire une cartographie de son réseau. C'est-à-dire, voilà, je prends un temps là et je regarde toutes les personnes, enfin tous les réseaux. C'est pas forcément les personnes. C'est le club de foot de mon fils, c'est mes anciens collègues, c'est des anciens fournisseurs, c'est mon club de yoga et d'aller comme ça dans un seul jet voir toutes les portes d'entrée possibles. Et voir ensuite, après, qu'est-ce que ça peut donner. Ensuite, ce que l'on vous propose, c'est de segmenter, en fait, comment dirais-je, votre recherche. C'est-à-dire, soit, c'est pas soit, vous allez faire pas en même temps, c'est d'aller segmenter dans un premier temps le secteur dans lequel vous souhaitez avoir des renseignements, parce que pour l'instant, c'est un endroit, un espace où vous avez envie de travailler, mais vous n'avez pas assez d'infos sur ce secteur. Donc, c'est aller faire parler, rencontrer des gens qui travaillent dans ce secteur, et peu importe la fonction. Puis, il va y avoir autre segment, c'est la fonction que vous souhaitez exercer. Et là, pour le coup, peu importe le secteur. Mais c'est de faire parler les gens sur comment dirais-je, la fonction qu'ils exercent. Et ensuite, bien évidemment, autre segment, c'est l'environnement dans lequel vous voulez évoluer. Est-ce que c'est du public, parapublic? Est-ce que c'est une entreprise? Mais alors, quel type? Est-ce que c'est une start-up, une multinationale? Et petit à petit, en fait, comment dirais-je, en segmentant, vous allez circonscrire en fait un certain nombre d'infos et obtenir un maximum d'informations qui vont vous permettre de rebondir et de chercher du travail. C'est encore une fois une posture, c'est-à-dire se mettre dans la peau de l'enquêteur qui cherche des infos, des conseils, mais qui ne cherche pas de travail. Alors, c'est tout le paradoxe du réseau, c'est vous n'allez pas demander du travail à la personne à laquelle vous avez cet entretien. Vous allez en fait obtenir des informations, des conseils, des recommandations, mais vous ne cherchez pas de job. Bien sûr, la personne sait que vous cherchez du travail,
mais vous n'en êtes pas là. Et ce n'est pas lui n'a pas la possibilité, a priori en tout cas, elle ne vous l'a pas dit, peut-être que ça peut aboutir, mais globalement non. Donc restez dans cette posture d'enquêteur et non pas de personne qui est en recherche d'emploi. Il faut avoir un projet professionnel, alors je dirais qui soit clair. Si les contours ne sont pas encore affinés, c'est pas grave. Mais ce qui est essentiel, c'est que vous ne disiez pas à votre interlocuteur, bon, moi je peux tout faire. Parce que là, elle ne pourra pas vous aider, en fait. Donc, vous n'êtes pas prête à faire tout, et j'allais dire entre guillemets n'importe quoi, peut-être, parce qu'on ne pourra pas vous recommander, on ne pourra pas vous mettre en relation. Donc, il faut déjà avoir, j'allais dire, baliser en fait ce que vous avez envie de faire. Ensuite, c'est évidemment cibler ce que vous recherchez pour en parler à votre interlocuteur, c'est-à-dire, encore une fois, je reviens sur le secteur, la fonction, la taille de l'entreprise, l'organisation. Vous pouvez même venir, mais je crois que c'est Juliette qui a effleuré le sujet, préparer une liste d'entreprises où vous souhaitez travailler peut-être, mais surtout vous voulez avoir des informations et le présenter à votre interlocuteur. Peut-être que cette personne a des informations et voire même connaît des gens avec lesquels il pourrait vous mettre en relation. Avoir un pitch, ça c'est important, c'est-à-dire que bien sûr, il y a le rendez-vous réseau qui peut durer entre une demi-heure et 1 heure, et puis il y a la rencontre fortuite à la sortie de, pardon, je veux dire yoga, c'est ce qui me vient, parce que moi je vais au yoga, ou à la sortie de l'école parce que vous allez chercher les enfants, et on vous demande, ah bah oui, mais toi tu fais quoi, tu reviens, et qu'est-ce que tu veux? Et là, c'est d'avoir en fait une présentation concise, claire et structurée de vous, de ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin. C'est en moins d'1 minute. Alors après, ça appelle bien évidemment à demander un entretien un peu plus long avec cette personne pour pouvoir expliciter un peu plus ce que vous souhaitez chercher, ce que vous cherchez. Mais vraiment ça prend du temps, hein, d'avoir préparé cette petite phrase. Quand je dis ça prend du temps, mais c'est pas si simple d'arriver à parler en très très peu de temps et d'attirer l'attention. C'est quoi ma valeur ajoutée en fait, hein? Préparez vos entretiens en amont, oui, bien sûr, ça c'est très important. Vous êtes un professionnel qui rencontre un autre professionnel. Donc la personne qui va vous rencontrer, elle sera sensible au fait que vous avez préparé cet entretien. Et j'allais dire aussi, préparer son entretien, c'est avec quoi je vais ressortir à la fin. Est-ce que ne cherchez pas à avoir la lune, mais en fait, je ressors, interrogez-vous avant chaque entretien, je serais contente de sortir de cet entretien si j'ai obtenu quoi? Un renseignement, une information, une recommandation? C'est important parce que ça va vous permettre de, comment dirais-je, de organiser vos échanges. Si vous sentez bien évidemment que la personne n'est pas prête à vous mettre en relation, vous pouvez tout simplement, vous pouvez trouver des petits subterfuges. J'ai vu que vous connaissez un tel sur LinkedIn, est-ce que je peux me permettre de me recommander de vous, ou de dire que je vous ai rencontré? Voilà, après, il y a des petites tips pour pouvoir avoir cette recommandation. Et faites un suivi de vos entretiens. C'est important de remercier après chaque entretien, bien évidemment, la personne qui vous a reçu, mais surtout de la tenir informée de là où vous en êtes. Si vous cherchez du travail, vous avez trouvé du travail, eh bien la personne sera contente de savoir que, ben voilà, ça y est, elle a pris du temps avec vous. Ça a été un plaisir pour elle parce que les gens aiment rencontrer d'autres personnes et aussi parler d'elles-mêmes. Mais c'est aussi important pour elle de savoir que vous n'êtes plus en recherche d'emploi. Soyez réseau, créez du lien et en vous efforçant d'être le plus impactant. Alors après, il y a le profil et l'interaction sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un outil qui va aussi vous permettre de pénétrer le marché caché et surtout de trouver des contacts. En fait, c'est un peu le binôme, c'est un binôme, LinkedIn et networking, hein. Alors, pourquoi LinkedIn? D'abord parce que c'est une page marketing gratuite, hein. Votre contenu, il doit être le plus aligné possible avec qui vous êtes et votre projet. Je dirais que LinkedIn, vraiment, c'est de la stratégie permanente. C'est qu'est-ce que je cherche? Si aujourd'hui, mon profil LinkedIn, si vous en avez un, ne soutient pas le projet que je veux demain, parce que je n'ai pas travaillé en secteur, parce que je n'avais pas telle ou telle compétence, allez affiner pour pouvoir vous présenter sur justement le meilleur jour pour pouvoir attirer les recruteurs. Avoir un maximum, bien évidemment, de connexions qui soient encore ciblées, hein, faut que ça soit stratégique dans votre recherche. Plus de 500. C'est être trouvé, donc c'est bien évidemment être visible, être trouvé par les recruteurs. 95% des entreprises sont sur LinkedIn et être connecté avec des personnes. L'objectif, ça va être de générer du trafic, d'attirer les bonnes personnes sur votre page qui doivent comprendre rapidement votre valeur ajoutée.
Donc, ça veut dire analyser votre profil, section par section, l'actualiser au regard de ce que vous avez envie de faire demain. Et encore, je vais parler aussi des mots-clés, ces fameux mots-clés dont parlait Virginie. En fait, ATS, bien sûr, mais aussi, il y a des mots-clés dans les annonces par rapport à une fonction donnée. Hein. Vous voulez demain travailler au RH, allez regarder quelles sont dans les annonces, différentes annonces. Je sais bien qu'il y a différentes fonctions au sein de la RH, mais du type de fonction que vous recherchez, quels sont les mots-clés qui ressortent? Ensuite, vous allez regarder si ces mots-clés ressortent dans votre CV. Il y a un moyen qui est que je trouve assez chouette, c'est ChatGPT, mais il y a aussi le nuage de mots, en utilisant cette appli qui s'appelle TagCrowd, mais il y en a d'autres, de voir si à travers ce nuage de mots qui vient du texte que vous avez rédigé sur LinkedIn, que ça soit la rubrique info ou about, que ça soit le titre, de voir si vraiment les mots-clés ressortent. Et aller voir les profils d'autres personnes qui ont ces fonctions pour voir quel type de mots-clés, eux, ils ont fait apparaître. Allez vous inspirer, j'allais dire, des excellents profils qui existent sur LinkedIn, qui peuvent être inspirants. Ça prend du temps de rédiger son profil LinkedIn. Moi, la première, qui est cordonnier sur les climat chaussée. Il y a un moment donné où petit à petit, ça va se faire. Vous allez être inspiré par votre propre histoire. Mais il faut prendre le temps et aller voir ce que font les autres. C'est inspirant. Obtenez bien évidemment des recommandations sur votre profil qui sont le plus soutenantes possible par rapport à ce que vous voulez faire demain et qui ne soient pas trop vieilles, bien évidemment. Suivez des followers, rejoignez des groupes, encore une fois, de manière stratégique. C'est un outil de réseautage, LinkedIn, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, par rapport à, au réseau, c'est-à-dire que vous allez contacter des personnes, aller identifier les personnes qui peuvent vous aider dans votre recherche d'emploi. Alors, c'est un outil de marketing. Pour être visible, il faut être actif, c'est-à-dire qu'avoir un beau profil, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, il vous faut bien évidemment commenter des articles, des posts, des événements, des vidéos, vous-même peut-être si vous avez une expertise ou même des choses à raconter au regard de ce qui existe dans l'actualité. Pourquoi, enfin, actualité dans la fonction ou le secteur dans lequel vous voulez évoluer, bien sûr. Allez écrire des petites choses ou poser des questions, interpeller les autres. Engager des gens que vous connaissez en les nommant, en les faisant participer, notamment, alors, par exemple, à un poste qui a été publié par une entreprise. C'est important d'être régulier. LinkedIn aime la récurrence. Il faut au moins poster 2 fois par semaine. Alors, je vois le temps qui file et je veux vous laisser le temps, de pouvoir poser des questions. Je voulais simplement terminer, et il y a d'autres choses à dire sur LinkedIn, c'est que, en fait, sortez de chez vous, hein, c'est l'essentiel. Soyez à l'écoute de vous, de votre environnement et surtout organisez, mais ça Virginie l'a dit et Juliette, organisez, structurez-vous dans le temps et planifiez votre recherche d'emploi avec un outil que vous appréciez. C'est important d'avoir un outil qui est facile pour vous, que vous pouvez élaborer ou vous trouver sur Internet, mais qui va vous aider dans votre recherche. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci vraiment à toutes les trois pour vos interventions très, très complémentaires. Donc, on a encore un petit moment pour quelques questions. Donc, la première qui arrive et qui est très générale, ce serait quel est le bon moment pour trouver du travail et faut-il chercher avant de rentrer? Alors, je peux me permettre parce que Oui, bien sûr. Juliette en a parlé et en fait, moi, la réflexion que je me suis faite avant de préparer cette table ronde, c'est que je pense que c'est très personnel en fait. On a des raisons impératives financières et il faut absolument que je travaille quand je rentre. Et ben là, il n'y a pas à tortiller, il faut chercher avant. Ça me rassure. Bah oui, ça me rassure, moi, de trouver, enfin, en tout cas, d'être dans une démarche. Et là, ben, faut y aller aussi. Hein, ou alors, autre contexte, et ben, je rentre, ça fait des années que je n'ai pas été en France, j'ai une famille à installer. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. En fait, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Quel est son besoin? Par contre, ce que l'on peut faire, dans tous les cas de figure, c'est interroger peut-être des relations, où en est le marché, comment ça se passe, lire des choses. Mais je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise formule. Il y a là où on en est aujourd'hui et de son besoin. Voilà ce que je voulais... Pardon. Merci beaucoup, Catherine. Une autre question. Donc, auriez-vous un
un outil à conseiller si je repars d'une page blanche et que je ne sais pas du tout ce que je veux faire, ou si je ne veux plus faire ce que je faisais avant de partir. Voilà, ça arrive assez souvent. Ben, je veux bien prendre le relais alors. D'accord. Donc, un outil, alors écoutez, il y a les bilans de compétences qui existent. Donc, ça, ce sont des outils qui permettent de mettre à plat, en fait, le parcours des personnes au niveau professionnel et également personnel, puisqu'on analyse en général dans un bilan de compétences également les activités qui sont faites en dehors du travail. Et c'est vraiment un outil complet qui permet en 3 ou 4 mois d'être accompagné sur la définition d'un projet professionnel. Donc, ça, je dirais que c'est l'outil le plus intéressant et direct. Et puis, il y a aussi d'autres possibilités, notamment vous avez le Pôle emploi qui permet de faire des actifs projets avec, donc ça, ce sont des groupes en fait de réflexion au projet avec des périodes de mise en situation en entreprise. Donc, c'est une autre façon de faire. Bon, il y a divers outils, mais en tout cas, ces deux-là déjà vous permettraient de remettre à plat et de découvrir un petit peu comment valoriser votre parcours. Merci Virginie. Alors justement, à propos de valoriser, il y a plusieurs questions qui tournent à ce niveau-là. Comment valoriser un parcours professionnel qui a des trous? Mais ça a été un petit peu abordé, tu l'as déjà abordé un petit peu tout à l'heure. Et quelque chose qui va avec, comment mettre en avant la logique de mon parcours, même si j'ai exercé des métiers très différents? Ce qui arrive souvent quand on est expatrié, en fonction des pays, on a l'occasion ou l'opportunité de faire une activité, et puis dans un autre pays, de faire autre chose. Voilà. Donc, comment mettre en avant cette logique, finalement, à travers de ces expériences parfois très différentes? Je ne sais pas qui veut répondre, Juliette ou Catherine? Vas-y, si tu veux, Virginie. Ouais, tu le sens bien. Donc, par rapport à la valorisation effectivement d'un parcours atypique, ce qui compte, c'est effectivement de reprendre, si on a eu plusieurs métiers, c'est de reprendre peut-être certains points communs. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a une compétence qui revient ou qui nous caractérise? Le fil rouge, on peut le trouver quelquefois, même dans des métiers très différents. On peut retrouver des points sur lesquels on est vraiment à l'aise, où on se sent bien. Ça peut être le relationnel, ça peut être la capacité à relever des défis, à organiser, à cadrer. Donc l'idée, c'est de relire son parcours en se disant qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui a un rapport, et finalement de travailler ces outils de communication autour de ça pour viser un projet où finalement la logique est visible, quoi, finalement. Donc, je dirais ça. Et puis, oui, quand on a des trous dans son CV, ben voilà, c'est d'essayer de mettre en avant les formations qu'on a pu faire. Pourquoi pas en faire, d'ailleurs, avant de rentrer, hein. On parlait tout à l'heure de chercher du travail avant de rentrer. On peut aussi se poser la question de l'anticipation en reprenant peut-être une petite formation, même un MOOC hein, à distance avec la France, qui redonnera un petit peu de nouveauté dans le CV. Et puis, oui, de mettre en valeur les compétences développées, même quand on fait un marathon à Athènes pendant une expatriation, c'est quelque chose qui peut se mettre dans le CV parce que c'est un vrai défi, parce que ça montre des capacités. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à vraiment bien valoriser tout son parcours, même s'il est différent. Oui, peut-être une question pour Catherine, si rapidement. C'est effectivement aussi comment faire avec LinkedIn, justement, quand on a deux projets professionnels différents? Alors là, voilà, on peut avoir deux profils LinkedIn de langues différentes, mais pour deux projets différents, c'est pas possible. En fait, il faut pas se focaliser. C'est pas un CV, c'est un master CV. Donc quelque part, eh bien, on peut être slasher, hein, on peut être slasher, je suis, je sais pas moi, je suis dans la fonction RH, mais je suis aussi designer, ou je crée des objets. L'idée. Prof de yoga. Exactement, prof de yoga. Donc, il n'y a pas cette idée, c'est une fonction forcément. Donc, ça peut englober, et là, la manière de le soutenir, ça va être à travers les compétences, mais aussi dans cette rubrique qui s'appelle About, information, où là, la personne peut s'exprimer, je crois qu'il y a environ 2000 caractères, donc c'est pas mal, parler de ses deux passions, par exemple. Mais un seul, comment dirais-je, un seul profil. Voilà. D'accord. Merci Catherine. Et peut-être une dernière question, alors qui s'adresse, je pense, plutôt à Juliette en fonction de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, vous parliez d'intuition. Comment reconnaître une intuition et comment se connecter à son intuition? Oui, alors l'intuition, c'est un outil génial. C'est à la fois très facile de s'y connecter et très difficile d'accepter
les informations qu'on reçoit à travers son intuition. C'est-à-dire que quelquefois, ça vient un peu bousculer ce qu'on se raconte. Alors, si je vous donne un exemple, j'ai une cliente qui a mis énormément de temps à accepter le fait qu'elle avait envie d'être prof. En fait, on a fait son bilan de compétences et tout l'amenait à la transmission, à l'enseignement, etc. C'est ça qui l'appelait. Mais elle ne voulait pas l'entendre parce que ses 2 parents étaient profs et qu'elle s'était toujours dit qu'elle ne voulait pas être prof. Donc, pour répondre à la question, comment est-ce qu'on se connecte à son intuition, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut utiliser son corps et son ressenti par rapport à un choix, une piste, une annonce. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais aussi, on peut générer des idées avec son intuition. Et pour ma part, j'utilise avec mes clients des cartes de photolangage. Donc, vous pouvez choisir une carte qui représente un métier qui vous plaît. Et par exemple, vous pouvez dire, OK, je vais chercher une photo, une carte, une image qui représente mon métier idéal. Et ensuite, alors, en fait, c'est votre intuition qui va vous guider pour choisir cette carte. Et ensuite, à travers cette carte, vous allez décrire ce que vous voyez et vous allez tirer le fil comme ça. On va tirer le fil et ça va ouvrir des pistes auxquelles vous n'auriez pas forcément pensé avec votre cerveau gauche rationnel. Là, on se sert vraiment du cerveau droit très imaginatif, très métaphorique. Donc ça, voilà, c'est une utilisation un petit peu décalée, mais qui marche super bien pour les personnes qui sont ouvertes à ça. Alors, autre possibilité, autre piste, je dis pas méthode, autre piste, c'est aller faire une belle marche en forêt et de se laisser aller voilà, au plaisir de et voilà, et se reconnecter avec son soi, son moi plutôt. Voilà une belle conclusion, je trouve. Bien, ben merci. Voilà, donc les questions ont été posées. J'espère que, je ne doute pas d'ailleurs que vos interventions auront été très, très appréciées. Donc, il est possible effectivement de pouvoir les réécouter, puisque donc si vous êtes inscrit, enfin, les personnes qui étaient inscrites recevront le replay, et puis on va diffuser cette intervention le plus largement possible pour toutes les personnes à qui ça pourrait être très utile dans le cadre de leur retour. Merci beaucoup et bon retour en France et bonne recherche, belles enquêtes. Moi, je voulais juste ajouter que merci. Bon, d'abord, merci également à toutes les 3 pour vos conseils et pour vos éclairages. Merci à Valérie aussi pour la présentation de l'association Paris Accueil, très utile. Et à tous nos participants, je voulais dire que si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit un petit peu plus tard, n'hésitez pas à contacter nos professionnels sur Expat Pro et sur le site. Directement sur le site, vous trouverez leurs coordonnées. Je vous souhaite une bonne après-midi à tous et encore merci Catherine, Juliette et Virginie. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.